vaut vraiment que Nkunda soit celui que l'on croit. Nkunda a été qui? Nkunda a été un agent des services de sécurité du RCD à Kisangani. Tout le monde le sait. Depuis quand est-il devenu hyper général au point de battre des armées de la République, 20 000 hommes? Depuis quand? À la faveur des rébellions. Hein, quelle école, je veux dire, de haute stratégie militaire qu'il a fréquenté au point de mettre à mal toutes nos armées? Et j'ai pu comprendre qu'il n'a que 3 000 hommes et que nous alignons 20 000. C'est des chiffres à vérifier. Mais comment systématiquement nous pouvons d'étaler face à cet homme-là? Soudain, serait-il devenu le général que l'on ne peut pas vaincre? Non. Il a une peau comme vous, comme moi. Mais en fait, Nkunda n'est pas Nkunda. Nkunda, on le sait, il est utilisé. Nkunda, c'est le énième rebelle qui est utilisé par ceux qui gouvernent le monde. Tout à fait comme... ne citez pas le Rwanda. Le Rwanda n'existe même pas. Mais ceux qui dirigent, qui gouvernent le monde, ceux qui, vous avez suivi, tous on a suivi. Qu'est-ce qui s'est passé en N'Djamena avec l'arche de Noé? Eh bien, le président Déby a pris ces Français, les a médiatisés, jugement ici, Sarkozy a appelé, pas question, ça doit se passer ici, souveraineté nationale, tout et tout. Mais il y a eu le coup de feu de N'Djamena. Et la réaction a été rapide. La solution trouvée, les Français ont été libérés. Avec ce yo-yo de Nkunda qui arrive, qui repart, devons-nous considérer Nkunda, et là je donne raison à la République, au gouvernement de la République qui estime qu'on ne peut pas traiter avec Nkunda, parce que Nkunda n'existe pas. Nkunda c'est un énième RCD. Nkunda c'est les RCD KML. D'accord, nous connaissons tout cela, honorable, mais que faudrait-il? Vous dites que ce n'est qu'un instrument qui est utilisé. Ce n'est même pas le Rwanda, il y a au-delà du Rwanda. Tout à fait. Mais que faudrait-il faire justement pour négocier avec ceux qui tirent les ficelles? Il y a un homme que le peuple n'a pas beaucoup aimé dans ce pays et qui est parti, Mobutu. Il disait l'Uzaïr, c'est le nom de l'époque, a des problèmes parce qu'il s'appelle Zaïre. En fait, il voulait dire que nous sommes tristes parce que nous avons ce pays. La richesse de notre pays, c'est ça qui fait nos malheurs. L'Occident, le monde a besoin d'avoir un pays plus professionnel, plus compétent, plus compétitif. Parce que le monde est un petit village. Bon, nous avons été voir nos amis chinois, c'est une bonne chose, c'est une excellente chose. Mais les Chinois sont aussi à l'écoute de ce qui marche. Aujourd'hui, ils ont transformé leur pays. Soyez plus professionnels, soyez plus compétitifs. Ngunz, Carlibond disait à l'époque, que vous connaissez très bien Ngunz, à l'époque où on exportait 400 000 tonnes de cuivre, on était respecté. Aujourd'hui, nous en exportons même pas 30 000. Et voilà. Essayons de professionnaliser notre pays. Essayons d'aller voir les interlocuteurs qui gallient. Mais on nettoie qui galie à la mer, madame. Il n'y a pas d'engin comme on en trouve dans Kinshasa. Il y a le parking qui est payé. Les impôts sont payés. Mais ici, avec les milliards que l'on a, qui passent par des mains autres que le trésor public, nous allons toujours à l'étranger chercher de l'aide alors que nous sommes, le pays est pourri d'argent. Voilà tout cela. Ça interpelle l'Occident. Donc, ils utilisent un homme aujourd'hui pour nous dire, messieurs, mettez-vous au pas. Et si nous n'arrivons pas, on aura toujours des problèmes. D'abord, en fait, c'est notre faute à nous. Il faut nous professionnaliser. Jacques Moulouba. Honorable, c'est vrai peut-être ce que vous venez de dire, mais en termes clairs, il y a la guerre aujourd'hui à l'est de la République démocratique du Congo et nous avons besoin d'une solution.
vous avez abordé le point ayant trait à l'économie, à la situation économique du pays, mais qu'est-ce qu'on doit faire concrètement aujourd'hui? En fait, une solution à court terme pour mettre fin à la guerre. S'il faut négocier avec qui et directement? Quelles sont les demandes majoritaires de Nkunda? C'est, je crois savoir, le retour de Banyarwanda au Congo. Kagame l'a dit. Bon, mais s'il y a des Congolais rwandophones, mais on peut le faire revenir. Ce pays est immense. Est-ce que ça poserait vraiment problème? Ça poserait vraiment problème. Le fait de mettre ces gens-là à l'extérieur, eh bien, nous continuons à donner un argument à ces gens-là. Aujourd'hui, le problème du rwandophone est un peu comme le problème du juif, de ceux qui ont été humiliés dans la vie par l'histoire. Et ils auront toujours raison. Mais s'ils doivent revenir, qu'ils reviennent. Aujourd'hui, si j'ai bien compris, ils ne veulent pas revenir. Ils veulent aller ailleurs, en Europe, aux États-Unis. Mais abordons cette question. Ça ne sert à rien d'aligner des hommes, des armes. Parce qu'une fois de plus, on a besoin de ces hommes, on a besoin de ces moyens. Moi, j'ai comme l'impression qu'on aborde mal la question. Oui, moi j'étais à Goma, à la conférence. Oui, j'ai vu des gens. Mais Kagame dit, ces pays étaient ingouvernables. Les Bavira vont manger les Bafoulians. Les Bashi vont manger les, je ne sais pas quoi, les Nandais. Mais c'est totalement faux. Absolument. Totalement faux. Mais ces pays ont longtemps vécu unis, madame. Unis. Mais on utilise ça et on le dit à l'étranger. Et nous ne réagissons pas. Mais à Washington, où les gens ne nous connaissent pas, ils vont croire qu'effectivement nous sommes des sauvages. Nous ne pouvons pas vivre entre nous. Et si des plans de dépeçage arrivent de là, mais dès qu'ils ont été décidés, mais c'est comme le train qui a pris la marche, qui est parti. Oui, le train est parti, on ne peut plus l'arrêter, on ne peut plus reculer. Florence Zala. Oui, honorable, merci Chantal. Honorable, à vous entendre, on a l'impression que l'option militaire en soi risquera de n'aboutir à rien. Alors, qu'est-ce que vous pensez du programme Amani, le programme Amani qui vient d'ailleurs d'être prolongé pour quelques mois encore? Vous pensez que le programme Amani, avec le plan de désengagement de la MONUC qui a été proposé, peut permettre de résoudre cette question? Et puis peut-être, j'aimerais aussi revenir, j'espère que ce sera de mise, je voudrais revenir sur quelque chose que vous avez dit un peu plus tôt, au sujet de la responsabilité des députés. Vous avez dit que vous avez été dans l'arrière-pays et que vous avez constaté qu'il y a beaucoup de choses, parmi les promesses qui avaient été faites, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été réalisées. Et vous avez dit que les députés n'étaient pas responsables. Mais est-ce qu'ils n'ont pas une part de responsabilité, puisqu'ils ont aussi fait certaines promesses? La plupart des promesses ont été faites à travers ces députés, et c'est ces promesses qui ont permis à votre électorat de vous élire entre vous et vos autres collègues. Mais d'abord, je commence par la dernière question. Oui. Les députés n'ont pas de promesse à faire. Les députés, il a la charge de faire les lois et de faire le contrôle, d'exercer les contrôles parlementaires par le biais des enquêtes. Et là, je peux dire un mot. Peut-être qu'on fait un peu trop de lois. C'est comme si ce pays n'avait jamais eu avant les lois. Quand je parle de promesses, je parle de la période de campagne. Oui, j'ai compris, absolument. Mais oui, bien sûr. Je dis, un député n'a pas le droit de faire des promesses. Les députés disent, élisez-moi parce que je serai votre meilleur représentant là-bas.